Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'Olympique Magnifique, un podcast alternatif sur l'OM, rejeton du regretté OM Champion Podcast, mais toujours avec le fidèle Nico, comme elle vient. Salut Nico. Salut Mourad, salut à tous et à toutes. Et voilà une belle présentation digne de Dédé de Roca. Les présentations sont faites, maintenant passons aux choses sérieuses puisque l'heure est grave, ou était grave, on ne sait plus trop. Toujours est-il que l'OM, relativement stable au niveau institutionnel ces 2-3 dernières années, à défaut de l'être dans son 11 de départ, l'OM a été plongé dans la crise début septembre, pas vraiment à cause de son début de saison très peu convaincant, pas vraiment à cause de raisons officielles pas très clair, mais comme une évidence, comme une obligation, l'OM a fait la une des journaux pour autre chose que le football. Dans ce premier épisode de ce nouveau podcast, on va revenir sur cette crise, mais surtout tenter de se projeter dans l'après. À quoi peut-il ressembler cette après-crise à l'Olympique de Marseille ? Peut-il y avoir un après-crise à l'Olympique de Marseille à court terme et à très long terme ? C'est parti, jingle. C'est plus qu'une équipe de football. C'est une sorte de phénomène social. L'OM, c'est notre fierté. Alors, je vais bientôt passer la parole à Nico, je le promets. Mais avant ça, un peu de contexte pour ceux qui seraient tombés sur ce podcast par erreur et ne connaîtraient donc pas la dernière mésaventure rocambolesque dans l'incroyable telenovela en cours depuis 1899 qui s'intitule l'OM en crise. Le lundi 18 septembre 2023, l'état-major de l'OM, Pablo Longoria, Javier Ribalta, Pedro Iriondo et Stéphane Tessier rencontrent les groupes de supporters à la commanderie. Une rencontre prévue de longue date, notamment pour organiser les alléchants déplacements européens qui se profilent. Mais la réunion tourne au procès privé des 4 dirigeants par les responsables des groupes de supporters. De graves accusations sur la gestion semblent être portées et le verdict est clair. Ils doivent démissionner. Stupeur le lendemain lorsque l'on apprend que l'entraîneur, dont la tête n'a pas été demandée par les supporters, va lui bien partir. Ce sera effectif le mercredi. Les dirigeants, eux, disparaissent, se mettent en retrait avant de réapparaître partiellement. Exit Ribalta, donc réapparaissent partiellement. Ribalta apparemment peu enclin à lutter pour sa place, mais les autres, ils restent bien. Les supporters, eux, publient un communiqué presque en commun. Presque, puisque le commando ultra ne signera pas ce dit communiqué dans lequel on apprend qu'il est notamment reproché des choses comme l'absence de plateau repas pour certains minots, la non-reconduction d'un certain nombre de jeunes Marseillais au centre de formation, ou encore le fait d'avoir poussé de jeunes féminines à se changer dehors en plein hiver. Depuis, pas beaucoup plus. Un nouvel entraîneur est arrivé. Un supporter historique, Rachid Zerwal, à qui on a semble-t-il attribué publiquement la paternité de la crise. Un autre, Christian Cataldo, qui explique lui être prêt à retravailler avec cette direction. Et l'OM dans le flou. Donc, Nico, enfin, je te passe la parole. Comment as-tu vécu cette crise ? Eh bien écoute, avec un sentiment de profond fatalisme devant le côté cyclique des troubles au club, je crois que depuis que je suis l'OM, depuis la fin du siècle dernier, des crises comme ça, il y en a eu combien ? 5, 6, 7, 8, j'en ai pas la moindre idée, mais plus. Peut-être plus. Mais aussi avec le sentiment d'un immense gâchis parce qu'on a eu l'impression de voir la fragile construction mise en place par Pablo Longoria depuis 3 ans qui s'effondrait devant nos yeux tout d'un coup. Une construction qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui avait le mérite d'en être une, d'avoir un minimum de cohérence, d'avoir un minimum de continuité surtout, plus que de cohérence. Mais cela dit, pour voir un peu plus large, pour changer la focale, comme on dit, je trouve intéressant de voir tout ce qui s'est passé, non pas à l'intérieur de la crise, mais autour. Je suis étonné de voir une forme de désaveu autour de certaines pratiques, autour de certaines légendes urbaines ou pas, concernant les groupes de supporters et par rapport à une forme de folklore. J'ai l'impression d'avoir vu pas mal de supporters de base. Après, c'est relatif, c'est Twitter, c'est les réseaux sociaux, mais c'est aussi des gens au stade avec qui on parle à gauche, à droite. Un peu tous ces gens-là qui semblent acter un changement d'époque et qui semblent réclamer un peu plus de transparence, de probité et de cohérence. Peut-être par rapport à leurs valeurs personnelles, mais aussi par rapport au fait que, comme dirait l'autre, le football, il a changé. Et que le folklore c'est bien gentil, mais ça commence à être d'une raison
à être une des raisons qui nous fait perdre du terrain sur la compétition nationale et continentale. Donc il y a une sorte de prise de conscience par rapport à ça qui me semble intéressante et qui est une démarche qui me semble aussi un peu analogue à quelque chose que l'on observe plus généralement en ville à Marseille, devant des sujets plus graves comme la corruption ou les pratiques clientélaires en politique. Il y a peut-être un peu moins de mansuétude par rapport à ces choses-là qui passent moins bien, même si elles perdurent. Personne n'est dupe. Alors je suis vraiment incrédule. Je suis très curieux de voir comment tout ça va tourner. On va en parler là. Je dirais pas que je suis optimiste parce que il y a pas beaucoup de raisons de l'être, mais vraiment je suis incapable de savoir de quel côté la pièce va tomber. On peut souhaiter qu'un climat apaisé se mette en place et qu'on puisse observer un regain sportif, mais c'est une crise, oui, une crise comme on en a vécu beaucoup d'autres, mais cette crise, elle ressemble pas aux autres crises. Elle est un peu singulière et elle a des éléments qui sont différents, des parties prenantes un peu différentes et une époque un peu différente, et ça peut donner donc une conclusion qui peut être très très inattendue. Oui, parce que en fait cette crise, pour moi, elle ne ressemble pas à celle qu'on a pu vivre, parce que souvent les crises, en fait, elles sont enclenchées par de mauvais résultats sportifs. Alors là, les mauvais résultats sportifs font partie du tableau, mais Cristian Cataldo, donc le président des Dodgers, a par exemple répété sur BFM TV, on n'avait pas demandé la tête de l'entraîneur. On a dit on va rester avec lui encore un petit peu, on verra après ce qui se passe, mais lui décide de partir. Et ce que je trouve regrettable, moi, c'est le flou dans lequel on est, ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. Avant, c'était clair, les crises, on savait, vous êtes des chèvres, mouille le maillot, casse-toi, on sait, voilà, on veut changer les joueurs, on veut changer l'entraîneur. Tu veux nous reprendre les cartes d'abonnement. Voilà, c'est ça, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, et le problème ici, comme je l'ai noté là sur mon petit programme, c'est qu'on ne sait pas quelles sont les revendications pouvant réellement amener à demander la destitution de l'état-major olympien. État-major qui, de 1, ne présente pas des résultats sportifs désastreux à moins d'être sur la Lune ou dans FIFA, de 2, n'a jamais, même après cette guerre ouverte désormais avec les supporters, manifesté sa volonté de dissoudre ces 10 groupes. Au contraire, parce que ça, je pense que c'était dans la tête de beaucoup d'autres directions, de se dire, ok, ces groupes-là, ils nous font chier, faut reprendre les cartes, faut reprendre ça. Non. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous en arrivez là? Qu'est-ce qui s'est passé? On laisse planer certaines accusations si graves qu'elles ne peuvent même pas être citées ici. Vraiment, j'insiste, ces accusations-là, elles n'appartiennent que devant un tribunal. Et si ces accusations étaient avérées, en fait, il n'y a aucune possibilité de revenir en arrière, même à un niveau humain, ou même au niveau de Franck McCourt. C'est-à-dire que on laisse planer des trucs en off. On le dit pas en on, on les met pas dans le communiqué, machin, mais on dit en off, ah ouais, il y a peut-être ça, il y a peut-être ça. Donc déjà, s'il y a peut-être ça, tu vas devant la police, tu vas à la police avec des preuves, tu expliques ton truc, et tu ne fais pas tout ce bordel, et surtout, tu ne peux pas, comme l'a fait encore une fois Cristian Cataldo sur BFM TV, te dire oui, bah je suis prêt à retravailler avec eux. Non. Si c'est des gens qui ont fait ça, voilà, point, c'est fini, et ils ne peuvent plus exister. Là, en fait, il n'y a jamais eu ce point-là. On sent que il y avait juste, il faut que vous dégagiez. Et puis on laisse planer des accusations, des trucs un peu dangereux, et ça n'a pas l'air d'être beaucoup plus solide. Ça n'a pas l'air d'être suffisamment solide pour causer une telle révolution. Donc, j'ai vraiment du mal à comprendre. En fait, je comprends pas. Les autres crises, je pouvais les comprendre. Je pouvais me dire, ok, c'est peut-être un peu exagéré. Là, c'est même pas exagéré. C'est-à-dire que vraiment, je me dis, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit ça, que ce soit des plateaux repas, des trucs comme ça. Il n'y a pas de choses qui peuvent être des déclencheurs, quoi. Il n'y a pas de déclencheur. Il y a pas de déclencheur. Ou alors, si c'est des déclencheurs, là, comme on les a laissés planer, eh ben, vous allez devant la justice. C'est devant la justice, et surtout, j'insiste, c'est impossible de se dire, oui, bah, c'est bon, on peut peut-être retravailler avec eux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le but? Et oui, je sais pas. Quel était le but, Nico? Dis-moi. Bah, j'en ai pas la moindre idée. Ce qui est certain, c'est que
entre ce qui est dit et ce qui est pensé, j'ai l'impression qu'il y a une grande différence, parce que effectivement, ce que tu dis, c'est limpide. C'est-à-dire que si il y a vraiment des éléments très graves et des choses vraiment inadmissibles, les groupes de supporters, on veut bien les croire, mais juste en fait, soit vous les présentez publiquement, soit vous les présentez à la presse, soit vous les présentez à la justice, et vous les produisez aux yeux du public, et vous nourrissez le débat public avec ça. Là, ils sont montés au carton avec des accusations qui ne sont pas étayées, avec des non-dits, avec aucune preuve. Là, ça fait un mois, hein, et rien n'est sorti encore. Mais surtout avec a posteriori, très rapidement après, une semaine après. Oui, bah après, s'il faut repartir travailler avec eux, ok. Non. Enfin, puis des déclarations de, par exemple, Rachid Zeroual qui dit si Longoria ne part pas, je vais sortir mes preuves. Mais ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vraiment tu as des choses graves, tu les gardes pas comme un moyen de pression. Si vraiment c'est grave et si vraiment ça concerne des choses inadmissibles, en fait, c'est ton devoir de supporter et même de citoyen, de personnes qui fait partie de la société. Si tu as des informations permettant d'accuser des personnes qui ont fait du mal à d'autres personnes ou qui ont fait des choses répréhensibles, c'est ton devoir. Et je crois que c'est un délit de ne pas les produire à la justice, de garder ça pour toi. Bon, bref, en fait, on développe des raisonnements compliqués pour une chose très simple. Les groupes de supporters voulaient faire sauter la direction pour une raison que l'on ne connaît pas, et que l'on ne connaîtra peut-être jamais, mais toujours est-il que cette crise est installée et qu'aujourd'hui, on n'a pas la moindre idée de comment ça va tourner. Ce qui est sûr, c'est que la déclat de Cataldo et certains échos qui sont apparus dans la presse laissent entendre que les groupes de supporters sont en train de reculer et sont prêts à trouver une forme de modus vivendi avec Longoria et son équipe. Mais en même temps, on ne sait pas si Pablo Longoria va rester très longtemps. Depuis qu'il a eu sa conférence de presse où il dit qu'il reste, on le voit pas du tout, il communique pas du tout. Il était là notamment pour la présentation de Gattuso. Oui, pardon, effectivement, mais depuis la présentation de Gattuso, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, et on a un peu l'impression que c'est au Dead Man Walking, tu vois, que bon, qu'il est là sans être là, c'est un peu bizarre, quoi. Donc, il se passe beaucoup de choses dans les bureaux actuellement, comme à l'heure où on enregistre, je sais pas s'il est effectif le départ de David Friot ou pas encore. Ce qui est sûr, c'est que c'est sorti dans la presse hier et que c'est acté, quoi. Voilà, non mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. L'ambiance est tendue au sein même des bureaux. Pablo Longoria a aussi parlé un peu d'une colonne de l'intérieur qui travaille à déstabiliser l'OM. En fait, il y a moi et tu le sais parce qu'on en a parlé en privé ensemble, il y a vraiment une forme de fatalisme et de fatigue, et j'ai l'impression que l'OM a une pathologie autodestructrice. Et on connaît tous des personnes, même des amis, des proches qui ont des addictions, et j'ai l'impression que l'OM a une addiction à la destruction. Ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui ont vu Game of Thrones, Pablo Longoria, c'est un peu Daenerys Targaryen, même s'il ressemble pas à Emilia Clarke, mais le truc, c'est que j'ai l'impression que il y a cette espèce de fatalisme, et que Daenerys, elle dit cette phrase, elle dit je veux casser la roue, tu sais, des cycles de destruction, de guerre, etc. Bon, c'est une analogie un peu foireuse, mais quand je parlais du fait de trouver intéressant les choses autour de la crise, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de supporters qui veulent casser ce côté cyclique du club. Alors, est-ce que ça passe par Pablo Longoria? Est-ce que ça passe par les supporters? Est-ce que ça passe par Frank McCourt? J'en ai pas la moindre idée, mais ce qui est sûr, c'est que ce climat de crise cyclique et de château de cartes qui s'effondre systématiquement, j'ai l'impression que beaucoup de supporters en ont marre, et j'ai l'impression que beaucoup de supporters ressentent une fatigue dans leur vie de supporters, et je crois que
en dépit de toutes les parties prenantes, qu'elles soient dans les bureaux ou dans les virages, il y a beaucoup de supporters qui veulent que ça change à l'OM. Et c'est peut-être ce vent du changement dont il faut s'inspirer et dont un certain nombre d'acteurs devraient s'inspirer. Pablo Longoria, dans sa conférence de presse où il était très très ému, voulait mettre en place des sortes d'états généraux de l'OM. Est-ce que ça pourrait pas être une occasion pour un certain nombre de supporters, qui soient des groupes de supporters ou qui soient des supporters de base ou qui soient des supporters d'internet, j'en sais rien, l'OM est à tout le monde, hein, c'est un patrimoine commun. Est-ce que toutes ces parties prenantes, elles ne pourraient pas se réunir pour faire une vraie introspection, pour faire un vrai... Tu veux dire faire un Agora OM ? Non, mais c'est le piège en fait, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est le piège. Mais c'est le piège. Mais le truc en fait, est-ce que, tu vois, la Révolution française en 1789, je prends des références improbables, hein, je suis désolé, mais la Révolution, elle démarre par des états généraux qui sont organisés par le roi. Et le roi se fait déborder par une vraie impulsion du peuple, tu vois. Donc, est-ce que il ne peut pas y avoir une vraie remise en question de ce qui se passe à l'OM depuis 20 ans, depuis 30 ans, une vraie volonté de changement pour construire un OM enfin outillé pour affronter les défis du futur et pour ne plus être ce machin qui est très beau, qui est très émouvant, mais qui est complètement ringard et qui est voué à l'échec. Ouais, je sais pas, je t'avoue que moi j'ai... Et en fait, donc la crise, elle se lance le lundi ou le mardi. Je prends l'avion pour aller à Amsterdam parce que ça me coûtait 5 fois plus cher et c'était beaucoup plus compliqué d'y aller en train, même si je voulais y aller en train. Donc je vais à Nice et je prends l'avion et là je croise des supporters avec qui je discute et donc de vrais supporters qui font les déplacements, tout ça, et qui me disaient ouais mais non, mais nous on veut pas que, en fait, soutien total à Rachid, mais vu que c'était lui qui a été lancé en première ligne, mais par contre, ouais, en fait, si Longoria y part, on n'aura jamais aussi bien. Donc en fait, tout le monde sait que là, que là, ça, on n'aura jamais, en fait. À part voilà, avec des rêves de grandeur, des rêves de saoudien, machin, tout ça, mais j'ai croisé beaucoup de supporters qui étaient dans cette optique-là, je ne peux pas aller contre mon groupe de supporters, je le soutiendrai jusqu'au bout, mais par contre je suis pas certain que ce soit bon, donc confiance aveugle un petit peu, confiance aveugle et confiance totale dans les leaders des groupes, mais on est sûr de ce qu'on fait. Mais c'est, ce que tu pointes là, c'est ce qui se produit dans beaucoup de débats beaucoup plus graves que l'OM. Mais c'est en fait l'absence de nuance et le fait il faut être pour un camp. Soit il faut être pour Rachid, soit il faut être pour Pablo. Eh ben voilà. Eh ben non les gars, les deux ils font des bonnes choses et les deux ils font de la merde. Voilà. C'est ça. Ce qui est important, c'est la nuance et c'est le recul et c'est de comprendre qu'en fait on est dans une situation où tout le monde défend ses intérêts et que tout le monde te pense avoir raison. Or tout le monde a raison et personne n'a raison, c'est plus compliqué que ça. Le truc c'est qu'en tant que supporter là, on n'a pas toutes les informations, on est désorienté et si on peut très bien comprendre l'importance de groupes de supporters comme un contre-pouvoir, comme des garants de l'identité du club et de la connexion avec la ville et avec le mouvement ultra, et qu'on peut dire que c'est important pour un certain nombre de raisons que tous les supporters connaissent, on peut reconnaître aussi que Pablo Longoria est notre dirigeant le plus compétent, le plus efficace et qui a le plus de résultats depuis Pape Diouf, et que depuis 30 ans des dirigeants en mesure de bien diriger l'OM, qu'il n'y en a pas tant que ça, et que aussi ces méthodes qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi je les aime pas, elles sont adaptées à la donne économique de l'Olympique de Marseille et aux contingences du football moderne. Oui, mais ouais, il y a pas grand. En fait, je sais pas aussi si
si l'OM là ne s'est pas comporté comme un enfant pourri gâté qui s'est dit oh c'est bon, en fait c'est pas suffisant, et j'ai l'impression qu'il y a un peu de trucs comme ça, les supporters à toujours dire oui c'est pas suffisant, c'est vrai que c'est pas suffisant et c'est le rôle des supporters, et la Coupe de France on l'a encore en travers de la gorge, mais il y a un côté putain je trouve jamais le mot en français, en anglais c'est delusional, irréaliste, voilà, il y a un côté hors des réalités. Ouais, il y a un côté hors des réalités où de temps en temps on ne comprend pas et qui revient toujours à l'OM de tapis. L'OM de tapis c'était en 1990. Putain, il va falloir arrêter. On ne comprend pas que le football, il a changé encore une fois, que l'Olympique de Marseille n'est pas un club plein d'argent, que ça ne peut pas fonctionner de la même manière qu'en 1990, que ça peut pas qu'on peut pas que si DP était encore en vie et qu'on envoyait DP dans le vestiaire, son discours il résonnerait moins parce que ces footballeurs ce ne sont pas les footballeurs de 1990, que Bernard Tapie aujourd'hui il serait beaucoup moins riche que les Franck McCourt à l'heure actuelle. Surtout que je sais plus qui sur Twitter a fait une comparaison intéressante par rapport à Bernard Tapie. Il a dit Bernard Tapie aujourd'hui ça serait Maurizio Zamparini quoi, le président de Palerme voilà. Qui change d'entraîneur tous les 6 mois, ce serait ce genre de personnage un peu fantasque. C'était un fruit de son époque, d'un football de son époque. Mais voilà. Même parce que voilà, on développe sur Bernard Tapie, voilà, qui a gagné la Ligue des Champions à l'Olympique de Marseille, etc. Mais ce que je veux dire, c'est surtout que on ne comprend pas que le statut du club, ce n'est plus ce statut-là, que l'Olympique de Marseille a eu ce statut une fois dans son histoire de 120 ans, et qu'aujourd'hui, par contre, que l'Olympique de Marseille ne remporte plus de titres depuis 30 ans, ou presque pas, parce qu'il y a eu ce titre de champion de France, c'est un vrai problème, et qu'il faut donc se positionner dans ce truc-là, que dans toute l'histoire, dans les 120 ans de l'OM, de gagner un titre de champion de France en 30 ans, c'est une anomalie. Oui. Donc là, l'Olympique de Marseille ne fonctionne pas parce que le football a changé, parce que il y a une nouvelle donne au niveau financier avec un super puissant qui est pratiquement intouchable et qui laisse que des miettes, et qu'il faut être en position d'aller récupérer ces miettes, et que nous ne sommes jamais en position de récupérer ces miettes. Et pourquoi nous ne sommes jamais en position de récupérer ces miettes? Bref, il faut se poser ces questions-là pour les supporters. Mais une fois qu'on a fait ça, oui, vraiment, tu vois, au-delà de tout ça, je reviens sur cette crise. En fait, j'ai pas compris. Mais pourquoi vraiment? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi? J'arrive pas à comprendre. Et donc, je reviens, j'ai noté voilà l'instabilité chronique, parce que par exemple donc le centre de formation est beaucoup revenu. Donc par exemple Cassini, j'ai pu parler avec lui qui est l'ancien responsable du centre de formation. Donc lui qu'on ne peut pas targuer de ne pas être un Marseillais, machin tout ça. Tout le monde de quelque bord qu'il soit, s'il est professionnel, qu'il a travaillé dans ce milieu-là, moi la première chose qu'il m'avait dit mais comment tu veux qu'on aille concurrencer Lyon, par exemple, au niveau de la formation, alors que on change de directeur de centre de formation tous les 2 ans, qu'on change d'entraîneur tous les 2 ans, qu'il n'y a aucune continuité dans notre formation. Donc là, si on détruit tout dès lors qu'il y a quelque chose qui essaye d'être construit, bah, ça ne peut pas fonctionner, à moins qu'il y ait une bonne raison, parce que comme tu l'as dit, on ne peut pas se dire voilà, Pablo Longoria, Dieu tout-puissant, Santo Pablo, ça marche pas comme ça, San Pablo, ça ne marche pas comme ça. Et s'il y a des choses très graves, eh ben moi je suis heureux qu'il existe des groupes de supporters pour les faire remonter. Mais là, il n'y en a pas eu, ou alors ils n'ont pas été publics, ou alors ils n'étaient pas suffisamment importants pour dire ok, on coupe tous les ponts, impossible de travailler avec vous aujourd'hui. Donc qu'est-ce que c'est? Quel est ce bordel? Calme-toi, moi. Quel est ce fuck? Ça ne vaut pas le coup. Mais enfin oui, je pense que beaucoup de supporters aussi sont dans cette réaction de frustration comme toi, de voir un OM sur une ligne de crête, sur un chemin très très compliqué pour revenir, et qui se saborde lui-même en fait. Le truc en plus, c'est que
je pense qu'on était tous d'accord pour dire que ce début de saison était très moyen, pour dire que Marcelino, alias la Chips, n'était peut-être pas la bonne personne, mais il n'est pas parti pour les bonnes raisons. Moi, pour être très honnête, après le match de Toulouse, ce vieux 0-0 tout pourri, je me disais, il va pas survivre à la séquence sportive avec Paris, Ajax et compagnie. Mais moi, je voulais vraiment le voir. C'était mon truc de me dire, ok, donc là, c'est ta dernière chance. Le crash test, quoi. Voilà, c'est le crash test. Voilà, là, c'est le crash test. Et si après Ajax Paris, le crash test avait foiré face à des équipes protagonistes, machin, là, ok. Mais en plus, le truc, il se serait fait virer pour des raisons normales, c'est-à-dire pour une absence de résultats, pour une méthode qui passe pas, pour un échec sportif et terminé. Et il y aurait une crise normale. Là, la crise n'est pas basée sur le sportif, parce que je le répète, parce que c'est aussi quelque chose qui est souvent mis en avant. On dit ah ouais, et alors t'étais content quand Marcelino il était là, mais Marcelino il est parti parce que il a eu peur. J'allais dire quelque chose de méchant, mais Marcelino, sa tête n'a pas été demandée. On n'a pas demandé la tête de Marcelino. On ne l'a pas laissé. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christian Cataldo, c'est tous les échos qui sont ressortis de cette... c'est Pablo Longoria, c'est tout le monde en fait. Et on n'a pas demandé sa tête à Marcelino. Si ça avait été ça... Si les supporters étaient entrés en furie en disant ton entraîneur il est bidon, même si on avait dit ton entraîneur il est bidon et c'est de ta faute Pablo parce que tu fais du copinage, t'as ramené ton entraîneur qui était ton copain machin tout ça, il faut que tu le vires, bah tu dis ça pouvait s'entendre. C'était excessif, mais ça pouvait s'entendre. C'était peut-être excessif et c'était peut-être trop tôt, mais c'était un grief qu'on aurait pu entendre. Mais en tout cas, bon, t'as fait ta petite thérapie là, t'as gueulé. Et j'en fais beaucoup en ce moment. Et il faut revenir à l'objet de cette émission. Et maintenant, donc maintenant, on peut commencer par parler du sportif et je peux faire un petit tour sur le sportif. Moi, paradoxalement, par rapport au sportif à court terme, je suis pas si inquiet. Je trouve que la dynamique mise en place par Gattuso est intéressante. Gattuso, il a le mérite d'avoir fait deux choses. Un, il fait jouer l'équipe avec des principes simples. Et deux, il a remis un état d'esprit plutôt positif, me semble-t-il, qui fait que tous les joueurs tirent dans le même sens. Donc moi je vois quand même un progrès qui est arrivé assez rapidement. Le match du Havre, certes contre un adversaire assez faible, était plutôt intéressant. Le match précédent aussi, celui contre Monaco n'était pas infamant non plus, mais comme celui contre Brighton par ailleurs, qui était même plutôt sympa, ouais. Et ce qui me rend raisonnablement optimiste, c'est que il y a 3 places qualificatives directement en Champions League et qu'on est dans un championnat où je sais pas si 3 ou 4 équipes sont vraiment nettement meilleures que l'OM. C'est possible, mais j'en suis pas certain. Donc, dans ce championnat qui est vraiment très très compliqué, ou même des outsiders censés structurellement nous concurrencer comme des clubs comme Nice ou Rennes ou Lille ou Lens, et je ne parle pas de l'Olympique Lyonnais, n'ont pas vraiment les armes pour être vraiment nettement meilleurs que nous. Ils seront peut-être devant nous, hein, je suis très humble par rapport à ça, mais pour l'instant, à 20% du championnat, ça nous pète pas à la figure. Il reste une chance pour un OM plutôt cohérent, qui se remet en ordre de bataille dans son vestiaire et sur le terrain, d'aller chercher un podium, voire une 4e place qui nous permettrait de refaire un tour préliminaire et de se refaire éliminer l'été prochain et de re-être traumatisé. Bon bref, je suis pas très inquiet pour le sportif, c'est plutôt pour le structurel, ce que tu disais, ça chauffe dans les couloirs, la situation n'est pas stabilisée et surtout là, c'est très hétérogène, on ne sait pas dans quel sens ça va, on ne sait pas combien de temps Pablo Longoria va rester, on ne sait pas avec qui, ça parle d'un nouveau directeur sportif avec Mehdi Bellatia ou avec je sais pas qui. Pourquoi pas, moi je connais pas les compétences de ces gens-là, donc je vais certainement pas m'exprimer, mais dans les bureaux ça tangue. Franck McCourt est très très peu visible dans cette crise. Quelles sont ses intentions? Est-ce qu'il va remettre au pot? Est-ce que
il cherche à se désengager. Est-ce que le club va être vendu? Alors je vais pas faire le complotiste, mais c'est quand même une question qui est lancinante. Et si le club est vendu, il va être vendu à qui? Enfin, il y a énormément de questions. Et les prochains mois, enfin, comme dirait l'autre, la semaine va être agitée. Le mois va être agité et la saison va être agitée. Donc, dans toutes les composantes du club, énormément de choses peuvent se passer. Et là, on se retrouve à faire un podcast en n'ayant pas la moindre idée de ce que va être la future du club. Donc, c'est très inconfortable, c'est inquiétant. Et voilà, super. Et je me faisais aussi la réflexion cet après-midi, c'est l'Olympique de Marseille est encore... n'est pas un club de foot. Alors c'est l'un des gros trucs que je vais répéter pendant tout le déroulé de cette crise, mais c'est encore une fois, il a encore été ramené à cet objet de désir pour avoir du pouvoir et de l'influence et de qui influence qui. Lorsqu'on lit l'interview de Longoria à la Provence, qui a beaucoup fait réagir aussi en disant il en fait trop, machin. Bon, peut-être qu'il en fait trop aussi. Mais par contre, en fait, toutes ces dynamiques de pouvoir, de volonté d'être là-dedans pour dire moi je suis là-dedans et moi j'ai du pouvoir et moi je suis quelqu'un comme ça, c'est fatigant parce que ça va contre l'intérêt sportif du club en fait. Et ça, moi je trouve que ça ne rajoute aucun en fait, c'est le côté négatif de ce qu'est l'OM parce que autant les supporters, on peut dire ce qu'on veut, mais les supporters sont une valeur ajoutée à l'Olympique de Marseille dans le sens où l'ambiance qu'ils créent dans le stade, les groupes de supporters sont l'actif numéro 1 de la marque OM. Les tifos et les animations et les ambiances des supporters, c'est le seul secteur où l'OM reste un top club européen. Et je dirais par ailleurs que depuis que McCourt est arrivé, c'est le principal, effectivement, c'est le principal actif qu'ils vendent. C'est pour ça que le stade est à guichet fermé. Moi, j'en suis sûr même que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens, qui soient des touristes ou qui soient des gens de la région, qui viennent pour vivre l'expérience stade. Voilà, et donc ensuite, après, tu as le sportif, l'histoire de l'Olympique de Marseille, le fait que quand ça fonctionne, c'est incroyable, voilà. Et donc tout ça crée un environnement hyper médiatique. Donc le sportif, les supporters, ça pour moi, ce sont les actifs de l'OM. Et après, malheureusement, le côté négatif de tout ça, c'est cette attraction pour les rapaces d'attention, pour les courtisans, pour les gens qui veulent que ce soit eux, qui veulent qu'il y ait du pouvoir, parce que il y a aucun club en France, à part peut-être le Paris Saint-Germain, mais qui est un club qui n'est plus tellement un club français aujourd'hui, qui a ce pouvoir d'attraction de rapaces, quoi. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y en a plein. Dans plein de clubs de football, il y a des nuisibles. Il y a des personnes qui sont là pour faire des transferts, pour se faire un petit billet, pour se faire un petit truc. Oui, ça c'est clair et net. Très bien. Par contre, nous, à l'Olympique de Marseille, on a cette fameuse colonne interne qui est là pour perdurer, qui est là pour durer, pour faire durer, comment dire, pour pouvoir mettre en avant un tel ou un tel, et pour rester dans cette médiocrité institutionnelle permanente qui va nous permettre d'attirer d'autres personnes qui vont prendre la lumière. Et ça m'a aussi fait penser à ce truc, vraiment, moi, et encore une fois, ni Pape Diouf ni Pablo Longoria sont des personnes à qui il n'y a rien à reprocher. Et c'est des personnes qui sont dans le football business. Et le football business, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est un milieu dégueulasse. Très bien. Mais quand Pape Diouf et quand Vincent Labrune tente de dégager Pape Diouf, je me souviens de cette phrase de Pape Diouf qui dit ces personnes sorties du néant qui veulent mettre leurs fesses là où sont posées les miennes. En fait, il y a toujours ce truc, ça revient en permanence. Ces personnes sorties du néant qui veulent avoir cette lumière et quelle était la compétence de Vincent Labrune avant d'être président de l'Olympique de Marseille? Il est président de la LFP et il continue il continue par cette espèce d'esbrouf extraordinaire
a perduré dans le football grâce à l'Olympique de Marseille. C'est extraordinaire. Ça raconte quelque chose du pouvoir d'influence et du pouvoir d'exposition de l'OM, et puis ça raconte aussi de quelque chose de l'amateurisme du milieu du football finalement. Oui, et aussi du fait que l'Olympique de Marseille est ce que les Anglais appellent une powerhouse, c'est-à-dire un truc gigantesque, mais au pied d'argile. Oui, mais c'est ça, le powerhouse, c'est bien ça, ouais. Et c'est pour ça que, bon, moi, je m'en suis moqué allègrement, mais il faut garder en tête l'interview de Marcelino dans l'équipe, qui dit des choses terribles. Il est peut-être aigri, il est peut-être pas content, mais il dit... et c'est peut-être une chips. Et c'est une chips, vraiment, c'est une Vico. Mais ce qu'il dit, c'est l'OM veut être un grand club, mais en fait, c'est pas possible. C'est dans ces conditions-là, c'est pas possible. Et on en revient à un truc que l'on a souvent dit, toi et moi, c'est que l'OM a en fait la taille d'un grand club, les apparats d'un grand club, le palmarès d'un grand club et le stade d'un grand club, mais c'est un club complètement folklorique. Et ça reste un club folklorique. Et je pense que la vraie question pour le futur de l'OM, c'est: est-ce que l'OM va rester folklorique et est-ce qu'il va disparaître de la grande scène européenne, ou est-ce qu'il va abandonner ce folklore et au passage perdre un peu de son âme pour rester ou pour revenir parmi les très grands? Et c'est une question qui nous dépasse tous, qui dépasse les supporters, qui dépasse même Pablo Longoria, qui dépasse peut-être même Franck McCourt par ailleurs, qui va dépendre de qui va diriger ce club. Mais à la fois au quotidien et à la fois en termes d'actionnariat. Pour moi, c'est la question des prochaines années, parce que on me fera pas croire que l'OM est le projet familial de Franck McCourt qui va léguer à son fils dans 15 ans. Non, frère, tu veux faire une bascule et tu attends à faire ta bascule. Attention, parce que tu sais ce que ça déclenche. Donc là, ça déclenche le hashtag maudit. Donc le hashtag maudit, non mais parlons-en. Parlons-en, mais juste pour en parler, c'est peut-être ce que tu voulais dire et je te grille un peu, mais que l'OM se fasse racheter dans 1, 2 ou 3 ans, c'est une possibilité qui me semble très forte. Mais les gars, si ça va te découper cet extrait sur Twitter et ça va mettre. Mais j'ai des contacts du côté de Riyad, donc je peux vous en parler, et je connais personnellement Rodolphe Saadé et puis l'ambassadeur. Bon bref, j'arrête. Je déconne. Mais le truc, c'est que si on analyse les rachats de clubs français voire européens depuis ces dernières années, statistiquement, il y a plus de chances de se taper un John Textor ou un Gérard Lopez qu'un PIF, que des Saoudiens. C'est la vérité. Si tant est qu'on veuille se faire racheter par des Saoudiens, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Le truc, c'est que juste, si John Textor a pu racheter l'Olympique Lyonnais, qui est un club beaucoup plus structuré que l'OM, qui a un stade qui coûte beaucoup plus cher que l'OM et qui est beaucoup plus en place, le moindre guignol peut racheter l'OM avec un peu de malice et puis avec un peu de réseau, sans problème. Et là, si un mec comme ça, il rachète l'OM et il nous fout par terre, est-ce qu'on va revenir ce coup-ci? Ouais, parce que forcément, certains leaders de groupes de supporters, dont un qui a particulièrement été dans l'actualité ces derniers temps, n'ont pas fait ombre de leur volonté de trouver un nouveau repreneur, même au président de la République française. Donc à partir de là, on sait que il y a aussi ce fantasme, mais ce fantasme, voilà, encore une fois, ce côté déconnecté de la réalité, parce que ça, ce que tu rappelles, c'est la réalité. C'est John Textor, c'est le rappel à la réalité. C'est Gérard Lopez. La dernière fois, en cuisinant, j'ai écouté la conférence de presse de Gérard Lopez. C'est fabuleux quand tu l'écoutes avant de présenter Riera, le nouveau coach. Et oui, bah là, on a fait plus 5, plus 20, truc, machin. On a l'un des effectifs les plus jeunes de toute l'Europe dans le top 5, machin. Bon, et le club et les Girondins de Bordeaux
Bordeaux sont en 2e division et ne vont pas très bien. Et ça, c'est une forte possibilité. L'AC Milan, avant d'être racheté, l'AC Milan, c'est autre. C'est pas l'Olympique Lyonnais là. C'est de l'AC Milan quoi. C'est le Milan AC. Le Milan AC est passé par des moments assez troubles quoi après son rachat. Et pourtant, t'imagines le club que c'est, la marque que c'est, puisque c'est comme ça qu'il faut parler en termes de marque. Donc ça peut nous arriver aussi. Ils ont un peu de chance d'avoir été plus ou moins repris, mais des capitaux, des fonds d'investissement, ça existe. Bah oui, et enfin c'est terrible à dire, mais moi je défends pas spécialement Frank McCourt. Il a fait plein d'erreurs, je m'en fous. Mais on a plus de chances dans le futur d'avoir un propriétaire moins fiable et moins riche que McCourt que l'inverse. Voilà. Et il faut dire qu'on est chanceux que Margarita Louis Dreyfus ait vendu le club à Frank McCourt et pas à Gérard Lopez, parce que ça s'est joué entre les deux. La vérité, c'est qu'on est une singularité chanceuse, et que dans notre malheur, on a eu énormément de bol de se prendre un Frank McCourt qui a mis énormément de sous quand même, qui a mis depuis qu'il est là, à part le PSG, c'est McCourt qui a le plus aligné, juste bon, voilà. C'est une vente peut rendre la situation pire, vraiment. Ouais. Et puis bon, après parce qu'il y a le fantasme qu'il faut bien adresser. Le fantasme. Mais c'est un fantasme, enfin, tu vois. Après là, tu rêves d'avoir un rencard avec Scarlett Johansson, ouais, d'accord. Tu rêves d'avoir Erling Haaland en attaque, mais bon, il y a beaucoup de fantasmes qui se réalisent pas. Sauf que là, il y a France Bleu Provence qui en a parlé du bout des lèvres, mais avec un peu de retenue, et il y a surtout The Independent qui est un média anglais sérieux qui a dit bon voilà, l'OM peut faire partie des clubs qui intéressent les Saoudiens, mais et je sais qu'aussi on va me dire ah ouais, on disait la même chose avec Robert Louis Dreyfus et ça a pas empêché Frank McCourt de venir, mais encore une fois avec Louis Dreyfus il y avait des raisons, et en plus de ça les crises, des fois moi je me disais mais pourquoi les supporters ils réagissent pas là, c'est quand même un petit peu bizarre, ça prenait du temps avant de se déclencher, là on était 5e ou 6e, ça s'est déclenché, explosé, allez dégager, et on n'a pas compris pourquoi, encore une fois on n'a pas compris pourquoi. Donc bref, est-ce que vraiment l'Arabie Saoudite, qui viendrait donc pour faire du soft power, c'est ça, ils viennent faire du soft power pour aussi racheter des clubs de football, comme avec Newcastle, on voit que ça fonctionne bien, il y a plein de problématiques au-dessus, si un jour nous sommes rachetés par les Saoudiens, on en discutera, mais là, est-ce qu'on peut imaginer les Saoudiens se dire oui je vais venir faire du soft power dans un club qui a des crises à répétition ultra médiatisées hors terrain? Non, c'est du bon soft power, les gars, si les Saoudiens y viennent, ils vont tout raser, et ils vont tout raser avec la bénédiction des pouvoirs publics qui n'attendent que ça. Ils vont tout raser. Il y aura Samia Ghali qui va nous défendre. Ouais, bien sûr. Non, mais le truc en fait, c'est qu'ils vont pas s'emmerder avec des fumigènes, avec des bastons, avec des interdictions de déplacement, avec du merdier. Ils vont faire comme le Qatar, pareil. Ni plus ni moins. Et le Parc des Princes, les gars, c'est pas rigolo comme expérience, c'est il y a des orchestres de jazz sur la file d'attente, ils filent tes échantillons pour des crèmes de visage. Le stade il va changer, ça peut être bien, mais le stade il va changer beaucoup les gars. Voilà. Enfin bon, on va dans tous les cas, je sais que ça c'est un dialogue de sourds, parce qu'on va te dire oui, on dit la même chose avec Frank McCourt, oui mais l'OM ces trucs, oui mais les supporters ils vont se tenir bien droit quand il y aura Al-Walid Ben Talal, comme nous le savons tous. Sur une projection un peu moins hypothétique, puisque nous sommes dans le et maintenant, parce que c'est ça, voilà, on a expliqué que donc la crise, on comprend pas pourquoi, voilà, c'est le bordel, c'est là, truc, voilà. Donc sur une projection moins hypothétique, mais qui reste une projection, on est en train d'aller vers une décantation du football européen. C'est-à-dire que la ligue fermée privée, elle a été stoppée, ok. Mais l'UEFA envisage une ligue pas tout à fait fermée, mais européenne, avec 3 divisions, qui se rapproche quand même pas mal de la ligue fermée privée. Donc on est au courant que l'OM est déjà depuis longtemps tombé dans la seconde division européenne symbolique, voire même la 3e.
mais des divisions qui ne disent pas encore leur nom. Et semblaient surtout lutter actuellement pour regrappiller un petit peu des places dans l'échelon, retourner déjà jouer les utilitaires en Champions League, mais une nouvelle crise profonde nous ferait à nouveau repartir de zéro. Et est-ce qu'elle pourrait surtout rétrograder définitivement, ou au moins pour plusieurs décennies, l'OM dans l'échelon? Parce que, on va rappeler, parce que peut-être que même ça peut perdurer un petit peu. Tu as dit à très court terme. Moi, je ne suis pas spécialement pessimiste sur l'OM sportivement. Avec la fin de l'époque Diouf, il y a eu des titres avec Didier Deschamps, mais l'équilibre précaire, notamment la gestion de José Anigo par Pape Diouf, ça fonctionnait bien, il avait réussi à créer un équilibre. À ce moment-là, ça a été brisé. Et après, on a vu le bordel que ça a été. Et l'OM a raté le train du début des années 2010, alors que l'OM était à ce moment-là champion de France, avait tout pour devenir un régulier de la Ligue des Champions. Non. Et depuis, il galère à remonter la pente, à redevenir ce club régulier qui va en Ligue des Champions. Et là, j'ai l'impression de me dire, ok, si on répète tout, putain, on va reperdre 10 ans. C'est ce que peut-être énormément de supporters ne réalisent pas, c'est que le football est à la croisée des chemins. Il y a eu en fait plusieurs cycles dans le football. Il y a eu un cycle qui s'est mis en place dans les années 90, il y a eu un cycle qui s'est remis en place entre le milieu des années 2000 et le début des années 2010. Et là, il y a un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place, qui est celui où la décantation va encore plus se mettre en place avec la nouvelle Champions League qui arrive, qui va changer pas mal de choses, avec les projets qu'ont l'UEFA et l'ECA de faire des championnats semi-fermés, de faire des franchises, de faire des choses comme ça. Donc, le football mute très vite devant nous, et en fait l'OM est en train de ne pas muter, de continuer à faire son truc habituel. Folklorique, mais l'OM est un club qui est complètement gravé dans le passé. Moi, j'ai déjà dit cette phrase 50 fois, mais il y a Carlo Ancelotti qui, le soir où ils remportent leur dernière Ligue des Champions, je crois, il dit le Real Madrid est un club qui pense toujours au futur. C'est-à-dire que quand il remporte un titre, il pense toujours au prochain. Et il pense toujours à rester un club pertinent dans le futur. Nous, on pense toujours à 1993. Voilà, on cherche le nouveau JPP, on cherche le nouveau Goethals, on cherche le nouveau tapis, on cherche le nouveau Cécile, le nouveau cela. Non, les gars, il faut construire des nouvelles choses, il faut imaginer des nouvelles choses. Ou alors, on accepte que l'on vit dans un folklore, on est content d'y être, et pourquoi pas, hein. Mais si on fait ça, on devient Saint-Etienne, les gars, hein. Ou Reims. Et on est un club un peu postérisé, qui reste ce truc-là, mais c'est ce qui est le cas en ce moment. C'est-à-dire que quand on se frotte à la modernité du foot, c'est-à-dire avec la Champions League, on se casse la gueule. Et on aborde la modernité du foot avec nos vieilles recettes. Et avec notre vieille manière d'envisager le football. Et je m'inclus dedans, par ailleurs, hein, tu vois. Pablo Longoria, ce qu'il fait, c'est qu'il arrive avec un nouveau logiciel dans un vieux club. Et c'est pour ça que ça crée de la friction aussi. Et c'est pour ça qu'on arrive à cette crise-là, finalement. Bah, t'es sûr. Mais c'est pour ça, mais c'est pas pour le disculper, parce que je considère que ce que fait Longoria, sans parler de malversation ou de choses comme ça, parce que j'ai rien pour l'étayer, j'en ai pas la moindre idée, mais même si ce qu'il fait est illégal, ce qui fait, je trouve que ça pue, de virer Malinowski après 10 matchs, de virer Bamba Dieng pour une raison un peu, on ne sait pas trop quoi, de jeter des mecs qui veulent pas partir, je trouve ça dégueulasse, mais ça ressemble au foot moderne, un foot qui va très vite, avec des cycles très courts, avec des mecs qui viennent en mission pour se relancer, avec juste des objectifs à très très court terme, et puis voilà. Et ce qui est triste à dire, c'est que ces derniers temps, il n'y a que ça qui a fonctionné à l'OM. Mais tu sais, ce qui est marrant aussi, c'est un peu une digression, mais donc on sait que l'époque tapis, c'est le référent ultime pour beaucoup de monde. Et quand j'entends, oui, mais on lui reproche de trop changer l'effectif. Putain, Tapi, il a pratiquement inventé le truc, quoi. Ah oui. Ouais, mais il change d'entraîneur. Putain, Tapi, il a pratiquement inventé le truc, quoi, de changer d'entraîneur dès que le mec... Il dégageait des mecs, il débauchait des mecs. Même des mecs qui étaient en tête du championnat, tu lui disais, bah non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, tu vas t'en aller. Mais, donc, bon,
tout ça pour dire encore une fois. Bon, le truc, tu vois, à la limite, Cataldo, il dit aussi sur BFM, il dit les dégager, mais pas de cette manière-là. Ils auraient mérité. C'est vrai que là-dessus, il y a peut-être. En fait, parce qu'il y a des tas de reproches qui peuvent être faits à Longoria et de dire on pouvait faire un tour d'honneur à Payet. Bah, ça mangeait pas de pain et il était content, les supporters étaient contents. Voilà, c'était fini et on passait à la suite. Pourquoi pas, tu vois, ou à Mandanda. Tu vois, Mandanda, Payet l'auraient mérité par rapport à leurs états de service. Après, je pense que Guendouzi, ça aurait été un peu trop, sans parler de Sanchez, le fameux craquito sur le banc de l'Inter, que les supporters de l'Inter veulent bien nous rendre, gratuitement d'ailleurs. On veut bien leur refaire un échange avec Joaquin. Ah oui, pitié. Le plutôt crack. Ouais. Voilà, on a dit beaucoup de choses. Je sais pas si tu veux rajouter Morad par rapport au futur. Non, mais j'ai bien aimé ton analogie avec Daenerys et. Mais oui, c'est ça en fait. La roue. Mais dans tous les cas, parce que le problème aussi, ce qui était très embêtant dans cette crise, c'est que on l'a pas compris et elle a créé une dissension incroyable. Comme tu l'as dit, c'est soit t'étais pro Longoria, pro Rachid. Mais non, mais c'est pas ça. C'est anti-bordel. C'est anti ça, en fait. C'est anti ça. Parce que le bordel, que ce soit le bordel en tribune, même avant le match, qu'il y ait des débordements, des trucs. Ah, ça fait partie de l'OM, je veux bien l'entendre, que par moment, au bout de 3 défaites, et le stade il siffle, ou même avant la saison, ok, je veux bien l'entendre, c'était pourri de siffler Tudor avant le début de saison, mais ok, je veux bien l'entendre, mais par contre, ce bordel-là, ok, je veux bien l'entendre, mais là, c'est un bordel qui est suicidaire en fait. C'est un truc, je vois, comme les pirates dans Astérix là qui se sabordent eux-mêmes, tu vois. Mais moi je vois un être aimé en train de se suicider à petit feu, tu vois. Je me dis non, mais ça peut plus, et sans raison. Il faut arrêter, donc il faut briser la roue dans ce sens-là, et en se disant aussi que par contre, s'il y a des choses beaucoup plus importantes, eh ben, ok, on arrête, très bien. Mais par contre, il va falloir les sortir et il va falloir les preuves. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette roue du bordel s'arrête et qu'on brise cette roue et que l'OM puisse avancer. Et puis s'il est vendu, en plus, enfin, tu vois, on parlera de l'identité du propriétaire si un jour le club est vendu. Mais moi, si Franck Macourt s'en va ou si Pablo Longoria il s'en va parce que tu me dis, ok, en fait, Johan Cruyff, il a ressuscité et il veut devenir le planificateur de l'Olympique de Marseille. Bon, bah ok, ramène-moi Cruyff, ok, mais là, le truc, c'est que je me dis, mais où va aller le club, quoi? C'est ça le problème. Bon, il faut qu'on trouve un truc optimiste à dire avant de rendre l'antenne quand même. Bah, on pense qu'on va se qualifier en Ligue des Champions et Kounaï, ça va devenir. Ouais, et puis il y a Balerdi qui revient bien. Il y a peut-être Aubameyang qui s'est débloqué. Il y a Vitinha qui se fait des jolis dégradés ces jours-ci. Ouais, Aubameyang qui l'idole de Théo, tu sais, notre ami Théo Groza. Petite dédicace, Théo. On sait que tu l'aimes bien. Non, mais bon, ça peut aussi bien tourner, c'est-à-dire que il y a peut-être une nouvelle direction qui va se mettre en place, peut-être que Benatia va venir, il a l'identité du club un petit peu, peut-être que ça peut recréer du lien entre les groupes de supporters et la direction, peut-être que une sauce sportive peut se mettre en place, on est toujours qualifié en Europe, il y a peut-être une Coupe de France à aller chercher si on tombe pas sur le dernier Ligue 2. Oui, et puis Gattuso, on a envie de le soutenir. Ouais, il semble être le profil idoine. Gattuso, en fait, moi, qui me fait penser un peu à Guéret, c'est-à-dire un mec qui est pas forcément le tacticien le plus fin, mais qui peut être un meneur d'hommes et qui peut être un mec qui peut ressembler au club, qui peut l'incarner, qui peut être un capitaine intéressant, qui peut nous embarquer vers un truc. Tu peux faire une aventure européenne, que ce soit en C3 ou en C4. Tu peux réussir des gros matchs, pourquoi pas. Tu peux faire ta saison, et si tu fais ta saison, et par contre, si tu te qualifies en Champions League, économiquement, c'est très intéressant. Tu peux récupérer un bon wagon, tu peux faire une troisième
qualif en 4 ans, un truc comme ça. Même une 4e en 5 ans, puisqu'il n'y a que la 2e saison de Villas-Boas. C'est ça. Donc, la pièce, elle peut encore tomber du bon côté. Et sur le plan institutionnel, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise aussi. Ça peut aussi bien se passer. Des choses peuvent arriver, de l'inattendu. Voilà, Enfin, il y a eu de l'inattendu négatif. Il peut y avoir de l'inattendu positif. Pourquoi pas? Voilà, très très belle fin. Presque très belle fin. Parce que maintenant, on a une très belle outro. Donc, on va vous laisser avec ce monsieur de 1970. Une époque, c'était très facile de gérer le stade Vélodrome. Quand on faisait au M Forbach avec 434 personnes, maintenant, avec 45 000, c'est un autre problème.